Je suis quelque part entre Mars et le Soleil, observant un phénomène que personne n'a jamais documenté jusqu'ici dans l'histoire humaine. Un objet de la taille de Manhattan, venu d'un autre système stellaire, est en train de faire quelque chose d'incroyable, il se met à former une queue. Et selon un astrophysicien français renommé, cette queue pourrait bien être la preuve d'une manœuvre contrôlée. Cet objet, que j'ai surnommé Troïl Atlas, en hommage à une vieille légende bretonne et à la force titanesque du mythe, est le troisième visiteur interstellaire confirmé à pénétrer dans notre système solaire. Ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'il vient d'entrer dans une phase qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur ces voyageurs cosmiques. D'abord, il avait ce qu'on appelle une anti-queue, un panache orienté vers l'avant, en contradiction avec les lois physiques classiques. Puis, alors qu'il se rapproche du Soleil pour son périhélie prévu le 29 octobre, il a développé une queue traditionnelle, qui s'étire derrière lui. Un passage de l'anti-queue à la queue normale. Ça sonne technique, presque banal, mais pour le professeur Olivier Leblanc, astrophysicien à l'université de Paris-Saclay, ce pourrait être la première preuve documentée d'un engin extraterrestre effectuant un freinage et amorçant une phase d'accélération. Soyons clairs, ce n'est pas une spéculation basée sur des photos floues ou des données mal interprétées. Plusieurs observatoires suivent l'objet en temps réel. Le télescope optique nordique aux îles Canaries a capturé cette transition en septembre. Le télescope Gemini Sud, installé au Chili, a fourni les images les plus nettes jamais prises d'un objet interstellaire. Et la caméra haute résolution de l'orbiteur martien a photographié Troïl Atlas à seulement 19 millions de kilomètres de Mars début octobre. Ces images, qui seraient les plus précises jamais réalisées d'un visiteur interstellaire, restent malheureusement bloquées à cause d'un blocage administratif français, entre deux cafés serrés et des réunions interminables. Alors, on attend, les yeux rivés sur le ciel, impatient de voir ce que ce spectacle cosmique va nous révéler. Dans 4 jours, le 29 octobre, Troïl Atlas atteindra son point le plus proche du Soleil, à environ 210 millions de kilomètres, soit 1,4 unités astronomiques. Pour donner un ordre d'idée, c'est presque 1,5 fois la distance entre la Terre et notre étoile. En général, à cette distance, les comètes deviennent folles, la glace se sublime, des jets de gaz et de poussière explosent à la surface, et des queues longues de millions de kilomètres s'allument comme des feux d'artifice célestes. Troïl Atlas est en train de nous offrir ce spectacle, mais avec des détails qui laissent les scientifiques perplexes, voire un peu inquiets. D'abord, cette fameuse anti-queue, un panache qui s'avance vers l'avant, dans la direction de son déplacement, et non pas en arrière comme on l'attendrait avec la pression solaire. L'analyse de ce panache a révélé quelque chose d'étonnant, un alliage de nickel fabriqué, jamais observé dans la nature, uniquement connu pour être produit par l'homme. De l'eau, du dioxyde de carbone, du cyanure, rien d'étonnant jusque-là, mais ce nickel, made in usine, ça, c'est du jamais vu. Bon, certains diront que sous des conditions extrêmes inconnues, peut-être dans un système stellaire lointain il y a des milliards d'années, la nature a pu fabriquer cet alliage. Peut-être. Mais la suite est encore plus intrigante. Cette anti-queue, qui pourrait indiquer un freinage propulsif, a maintenant cédé la place à une queue classique, qui s'étire derrière l'objet. Les images du télescope nordique montrent des matériaux arrachés à l'arrière de l'objet alors qu'il accélère vers le Soleil, bombardé par jusqu'à 33 gigawatts de radiation solaire, un véritable coup de chaud. Si j'étais pilote d'un vaisseau spatial extraterrestre et que je devais ralentir en entrant dans un système solaire, je pousserais mes moteurs vers l'avant, créant une poussée opposée à ma trajectoire. Résultat, un panache orienté vers l'avant, l'anti-queue. Puis, une fois la vitesse réduite, je réorienterai le vaisseau pour ajuster ma trajectoire ou accélérer vers ma cible, générant une queue classique derrière moi. Cette séquence, on vient de la voir. Alors, Troïl Atlas est-il un engin extraterrestre en pleine manœuvre contrôlé dans notre système solaire? Ou juste une vieille comète de 7 à 10 milliards d'années réagissant à la radiation solaire d'une manière qu'on ne comprend pas encore? La question est capitale, car dans le premier cas, on est en train de vivre un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité, et personne n'en parle dans les cafés. Cette semaine, le réseau international d'alerte aux astéroïdes a inscrit Troïl Atlas sur sa liste officielle des cibles à observer. Pas parce qu'il représente un danger et il n'en représente pas, mais parce qu'il s'agit d'une opportunité scientifique sans précédent. Leur message est clair, Troïl Atlas, bien qu'inoffensif, offre à la communauté scientifique une occasion unique d'exercer ses capacités d'observation grâce à sa visibilité prolongée depuis la Terre. Contrairement à Oumuamua, ce visiteur interstellaire de 2017, qui avait filé avant qu'on ait pu vraiment l'observer, Troïl Atlas est sous nos yeux depuis des mois. On a eu le temps d'étudier, d'analyser, de le voir évoluer, et ce convoi défie à chaque fois nos attentes.
À 1,4 unités astronomiques, une comète classique serait déjà active, mais pas de manière explosive. L'eau ne se sublime pas encore assez pour provoquer un jet violent. Il faudrait se rapprocher à environ une UA pour ça. Pourtant, 3 Atlas crache de l'eau depuis des mois, à environ 40 kg par seconde, comme un tuyau d'arrosage en pleine fête de village. Sa composition donne un indice, elle est extraordinairement riche en dioxyde de carbone, avec un ratio CO2O de 8:1. Le dioxyde de carbone s'échappe à de plus grandes distances que l'eau, expliquant une partie de l'activité. Mais à mesure qu'il se rapproche du Soleil, l'eau devrait commencer à se sublimer beaucoup plus intensément. Sa queue va donc grossir de manière spectaculaire. Quand il réapparaîtra derrière le Soleil début novembre, il pourrait être méconnaissable, plus grand, plus brillant, plus actif. Les télescopes au sol, en orbite, et même certains instruments embarqués sur des sondes en route vers Jupiter, seront tous braqués sur lui. Quoi qu'il soit comète ou engin, 3 Atlas s'apprête à nous offrir le spectacle d'une vie. Et moi, j'ai la chance d'avoir une place au premier rang. Mais ce que je me demande, c'est, est-ce que ce voyageur cosmique nous réserve encore des surprises? Parce que si oui, je parie que ce ne sera pas la dernière fois qu'on entendra parler de lui. Les jours qui ont suivi la découverte de 3 Atlas ont été un tourbillon d'émotions, de débats et de spéculations parmi les astronomes français, notamment dans l'Observatoire de Haute-Provence, où je travaille. Moi, je m'appelle Julien Moreau, astrophysicien passionné mais surtout curieux comme un chat, sauf que moi, je ne retombe pas toujours sur mes pattes. Ce matin-là, j'ai croisé Claire Dubois, la spécialiste en spectroscopie, une femme aux cheveux noirs coupés au carré, toujours vêtue d'une blouse blanche impeccable et d'un foulard rouge vif qui contrastait avec ses lunettes élégantes. Elle avait ce regard vif, un peu malicieux, comme si elle cachait un secret. Ce que j'ai vite compris, c'est que Claire adorait jouer avec les mots autant qu'avec les étoiles. Elle m'a lancé, en souriant. « Julien, tu sais ce qu'on dit ? Avec 3 Atlas, on n'est plus dans la comète classique, là, on est carrément dans la science-fiction. » Je lui ai répondu, mi-sérieux, mi-taquin, tu veux dire que s'il atterrit dans la cour de la mairie de Sisteron, on devra lui offrir un café. Elle a ri, puis elle m'a tendu les dernières données spectrales. Regarde ça. Le nickel alliage est confirmé. Pas une composition naturelle. C'est un vrai casse-tête. Ses doigts fins faisaient glisser les graphiques sur son écran, montrant des pics d'émission que personne n'attendait. On parlait d'alliage complexe, d'éléments rares, qui, sur Terre, étaient utilisés dans l'aérospatiale, rien de moins. Je me suis demandé s'il fallait appeler Airbus ou SpaceX. Ou peut-être un bon serrurier. Mais ce n'était pas tout. Les images du télescope de Calerne, dans les Alpes-Maritimes, montraient une activité localisée sur la surface de l'objet, comme des jets de gaz expulsés dans des directions précises. On aurait dit un feu d'artifice programmé, pas un simple iceberg cosmique en train de fondre. Claire a murmuré, presque pour elle-même, c'est un peu comme si quelqu'un ou quelque chose contrôlait ça. Pendant ces échanges, j'ai eu le temps d'observer la météo à l'extérieur, un ciel d'un bleu limpide, la lumière douce d'un automne provençal qui caressait les cyprès. Le contraste était saisissant, dehors, la nature semblait paisible, et là, dans notre salle d'observation, une énigme venue d'un autre monde chamboulait nos certitudes. Ce qui me fascinait, c'était aussi la trajectoire de 3 Atlas. Contrairement aux comètes habituelles qui suivent des orbites elliptiques bien connues, lui, il filait à une vitesse folle, sur une trajectoire hyperbolique, comme un bolide pressé d'arriver à un rendez-vous galactique. Et quand il est passé à proximité de Mars, son passage a été enregistré par la caméra de la sonde française Mars Express. Mais, et c'est là que ça devient frustrant, les images sont verrouillées. Une histoire de paperasserie, de budget gelé, et d'une administration qui préfère les pauses café aux révélations interstellaires. On se retrouvait donc à spéculer. Était-ce un engin extraterrestre ? Un artefact oublié d'une civilisation ancienne ? Ou juste une comète très, très bizarre ? Je me suis surpris à imaginer la scène, un visiteur venu de lointaines étoiles, peut-être aussi vieux que la Voie lactée, qui traversait notre système solaire sans même nous dire bonjour, ou peut-être en nous lançant un clin d'œil silencieux. Au cœur de cette énigme, je ne pouvais m'empêcher de penser à Sophie, une collègue chargée de la communication scientifique, qui avait ce talent rare pour rendre accessibles les mystères de l'univers. Elle portait souvent des robes fluides aux couleurs vives, avec des escarpins rouges qui claquaient dans les couloirs, et un collier en forme d'étoile qui semblait capturer la lumière du soleil. Sa présence apportait une touche de chaleur dans ce monde froid et mystérieux. Un jour, en discutant avec elle, je lui ai demandé si elle croyait aux extraterrestres.
Elle a haussé les épaules, un sourire en coin, disons que si Troy l'Atlas est un vaisseau spatial, j'espère qu'il a un bon sens de l'humour et qu'il aime le fromage. Parce qu'ici, on en a pour tous les goûts. Cette légèreté contrastait avec l'intensité de nos recherches, mais elle rappelait que, malgré le poids de l'inconnu, l'humanité gardait son âme d'enfant, prête à s'émerveiller. Et pourtant, derrière tout ce spectacle, il y avait un silence inquiétant. Le genre de silence qui précède la tempête, ou dans notre cas, le passage derrière le soleil. Lorsque Troy l'Atlas disparaîtrait de notre vue, caché dans les brûlures solaires, personne ne saurait ce qui se passerait. Est-ce qu'il tiendrait le coup? Est-ce qu'il changerait de trajectoire? Ou révélerait-il enfin ses véritables intentions? Je regardais l'horloge de l'observatoire. Dans 4 jours, ce mystère s'intensifierait. Et moi, je me demandais si nous étions prêts à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Après tout, qui aurait cru que, sur une petite colline provençale, entourée de vignes et d'oliviers, je serais au premier rang pour assister à ce qui pourrait bien être le spectacle le plus extraordinaire de l'histoire humaine? Mais une question demeurait, que se passera-t-il quand Troy l'Atlas reviendra de l'autre côté du soleil? Et surtout, reviendra-t-il? Le 29 octobre approchait à grands pas, et à l'observatoire de Haute-Provence, l'atmosphère était électrique, presque palpable. Nous étions tous suspendus à cette date fatidique où Troy l'Atlas allait atteindre son périhélie, son point le plus proche du soleil. Ce passage, c'était un peu comme regarder un funambule danser sur un fil incandescent, entre éclat et disparition. Ce matin-là, en arrivant à l'observatoire, j'ai croisé Lucien Girard, un vieux briscard de l'astronomie, au visage buriné par le soleil et les années passées à scruter les cieux. Il portait son éternel béret gris légèrement de travers et une écharpe tricotée main, histoire de garder un peu de chaleur contre le mistral piquant. Lucien, c'était le genre d'homme qui pouvait réciter les noms des étoiles à l'envers et te sortir un proverbe provençal à propos de chaque phénomène céleste. Il m'a lancé avec un sourire en coin, « Tu sais, Julien, dans notre métier, on a souvent l'impression que l'univers se joue de nous. Mais là, Troy l'Atlas, c'est pas une blague. C'est un spectacle vivant. Et j'espère bien qu'on aura des places VIP. » J'ai ri, mais dans un coin de ma tête, je sentais le poids de l'inconnu. Nous avions passé des semaines à analyser les données, à modéliser les trajectoires, à débattre des possibles. Troy l'Atlas était un défi pour toutes nos certitudes. Ce jour-là, en salle de contrôle, Claire et moi avons reçu en direct les dernières images du télescope de Calerne. La queue traditionnelle, longue et majestueuse, s'était étendue de plusieurs milliers de kilomètres. Mais ce qui m'a frappé, c'est la vivacité des jets de gaz qui semblaient danser sur la surface, comme si l'objet respirait lentement, mais sûrement. Claire, les yeux brillants, m'a murmuré, « Tu sens cette danse? Ce n'est pas une comète ordinaire. Il y a une intention, un rythme. » Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la scène d'un vieux film de science-fiction, où un astronaute découvre une forme de vie venue d'ailleurs, silencieuse mais pleine de mystère. Sauf que là, c'était réel. Et c'était sous nos yeux. L'après-midi, nous avons organisé une visioconférence avec plusieurs équipes européennes, notamment à l'Observatoire de Paris et à l'Institut de physique du Globe de Strasbourg. Les échanges étaient passionnés, parfois tendus, car les interprétations divergeaient. Certains penchaient encore pour une explication purement naturelle, d'autres, comme Olivier Leblanc, n'excluaient plus la piste d'un vaisseau. Je me suis demandé ce que pensait le grand public. À Paris, dans les cafés animés du Marais, personne ne parlait de ce visiteur interstellaire. Peut-être que la routine quotidienne étouffait les étoiles. Ou peut-être que le mystère était trop vaste pour être saisi d'un coup de baguette. En fin de journée, alors que le soleil déclinait sur les collines provençales, j'ai décidé d'aller faire un tour au village de Saint-Michel-l'Observatoire, juste à côté. Ce petit coin de Provence, avec ses ruelles pavées et ses maisons en pierre ocre, semblait figé dans le temps. Au café du coin, j'ai croisé Jeanne, une serveuse aux yeux pétillants, toujours vêtue d'une blouse légère et d'un pendentif en forme de croissant de lune. Elle m'a demandé, avec un sourire malicieux, « Alors, ce truc dans le ciel, il va nous envoyer des cartes postales de la galaxie ?» Je lui ai répondu, en riant, « Si seulement. Mais en attendant, on guette chaque étoile et chaque souffle. » Le soir, de retour à l'observatoire, j'ai suivi en direct la trajectoire de Troy l'Atlas sur les écrans. Il s'approchait du soleil, invisible à nos yeux, mais si proche, si brûlant. Son noyau, enveloppé d'un halo de gaz et de poussière, semblait prêt à révéler ses secrets. Puis, brusquement, il a disparu derrière le disque solaire.
Un silence s'est installé dans la salle. Ce moment d'attente, aussi angoissant qu'un souffle retenu, nous séparait désormais de la vérité. Mais dans ce silence, une pensée me hantait, et si Troy Atlas profitait justement de cette cachette pour changer de cap? Pour nous surprendre? Je repensais au nickel alliage, au jet précis, à cet étrange anti-queue qui avait laissé place à une queue classique. Tout semblait indiquer un objet vivant, intelligent, ou du moins doté d'une technologie hors de notre portée. Et alors que je regardais par la fenêtre la nuit provençale s'étendre, parsemée d'étoiles, une question me brûlait les lèvres: que ferions-nous si, au retour de Troy Atlas, il ne ressemblait plus à rien de ce que nous connaissons? Le ciel gardait son secret. Mais une chose était certaine, notre aventure ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la disparition de Troy Atlas derrière le soleil furent un mélange d'angoisse et d'excitation électrique au sein de notre équipe à l'Observatoire de Haute-Provence. Le silence imposé par l'impossibilité de l'observer directement donnait à chaque instant une tension presque palpable, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Je passais mes nuits à scruter les données en temps réel, entouré de mes collègues, dans cette pièce éclairée par la lueur froide des écrans. La fatigue se lisait sur tous les visages, mais personne ne voulait lâcher prise. Claire, toujours aussi élégante dans sa blouse blanche, avait remplacé son foulard rouge par un châle léger couleur crème, qui dansait doucement au rythme de ses gestes précis. Elle avait ce regard intense, plein de questions sans réponse, et parfois, je surprenais un sourire amusé quand une nouvelle donnée venait chambouler nos hypothèses. Ce soir-là, alors que j'analysais un graphique montrant une brusque variation dans la luminosité de l'objet, une idée me traversa l'esprit: et si Troy Atlas jouait avec nous? Comme un chat qui s'amuse à faire craquer ses griffes sur le canapé avant de s'allonger paresseusement. Sauf que là, le canapé, c'était notre compréhension de l'univers. Dans un coin de la salle, Lucien Girard, fidèle à lui-même, marmonnait des proverbes provençaux, tentant d'apporter une sagesse ancestrale à notre étrange situation. Dans le ciel, comme dans la vie, faut savoir attendre que le vent tourne. Mais attention, parfois le vent, il vient avec l'orage. Cette métaphore prenait tout son sens quand, soudain, une alerte retentit. Les instruments de l'Observatoire du Pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées, avaient détecté un changement inattendu dans la trajectoire de Troy Atlas. Une infime déviation, certes, mais suffisamment significative pour faire trembler les certitudes. J'appelai immédiatement Claire, qui maîtrisait mieux que quiconque les subtilités des calculs orbitaux. Ensemble, nous recalculâmes la trajectoire, intégrant les nouveaux paramètres. Ce que nous avions sous les yeux défiait les prédictions basées uniquement sur la gravité solaire et la pression de radiation. Je ne pus m'empêcher de lâcher un soupir, à la fois d'émerveillement et de crainte. Était-ce la preuve que l'objet disposait d'un système de propulsion actif? Une manœuvre contrôlée? Était-ce vraiment un vaisseau? Dans ces moments-là, le poids de la responsabilité scientifique pesait lourdement sur mes épaules. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre un phénomène naturel, mais de saisir une possible première rencontre avec l'inconnu technologique. Plus tard dans la soirée, je rejoignis Sophie, la communicante passionnée, dans le petit salon de l'observatoire. Elle portait une robe fluide couleur émeraude, avec des boucles d'oreilles en forme d'étoiles filantes qui captaient la lumière tamisée. Son sourire chaleureux contrastait avec la gravité de la situation. « Alors, Julien, tu crois qu'on va bientôt avoir la confirmation ?» me demanda-t-elle, tout en sirotant un thé aux herbes. Je haussai les épaules, un peu mal à l'aise. « Je ne sais pas, Sophie. Mais ce que je sais, c'est qu'on est à un tournant. On va devoir être prêt à tout. » Elle acquiesça, puis ajouta avec un clin d'œil: « Et si c'est un vaisseau, j'espère qu'ils aiment la gastronomie française. Parce qu'ici, on ne plaisante pas avec le fromage. » Un éclat de rire détendit l'atmosphère, mais au fond de moi, l'inquiétude grandissait. Que se passerait-il si Troy Atlas décidait de changer radicalement de comportement après son passage solaire? Si la manœuvre qu'il semblait avoir engagée n'était que le prélude à quelque chose de bien plus vaste? Le lendemain matin, alors que l'aube rosissait l'horizon de la vallée de la Durance, une nouvelle transmission arriva de la NASA. Les images prises par la sonde européenne Solar Orbiter, en approche de notre étoile, montraient une boule de feu entourée d'un halo étincelant, mais avec des détails inattendus, des formes géométriques, des structures qui semblaient défier la nature. Je restais figé devant l'écran, la gorge sèche. Étions-nous en train de contempler la preuve irréfutable que Troy Atlas n'était pas qu'une simple comète? Que l'univers venait de nous envoyer un message, enveloppé dans une énigme cosmique? Mais avant que je ne puisse formuler une réponse, une alarme retentit dans la salle de contrôle.
quelque chose d'imprévu venait d'arriver. Troïl Atlas, dans son invisibilité solaire, venait de changer brusquement de direction, de manière inexplicable. Le silence se fit. Puis, dans un souffle collectif, nos regards se croisèrent, emplis d'une question commune, jusqu'où irions-nous pour comprendre ce visiteur venu d'ailleurs? L'aventure, semblait-il, ne faisait que commencer. Le temps semblait suspendu dans les jours qui suivirent cette surprenante déviation de trajectoire. Chaque nouvelle donnée, chaque image captée devenait une pièce cruciale d'un puzzle que nous peinions à assembler. À l'observatoire, l'agitation était à son comble, mais paradoxalement, un calme presque sacré régnait dans nos échanges. On sentait que nous étions aux portes d'une révélation majeure, même si personne n'osait encore la prononcer à voix haute. Ce matin-là, en arrivant, j'ai croisé Élodie, la jeune ingénieure en instrumentation, toujours vêtue d'un pull violet qui mettait en valeur ses yeux noisettes, et d'un jean décontracté. Elle portait autour du cou une chaîne fine avec un pendentif en forme de comète dont la traînée scintillait légèrement sous la lumière fluorescente. Élodie était celle qui s'occupait de calibrer les télescopes et les instruments, et elle avait cette capacité étonnante à dénicher la moindre anomalie dans les données numériques. « Julien, viens voir ça », m'a-t-elle lancé en me tendant une tablette. Sur l'écran, un graphique montrait une série d'impulsions régulières, presque comme un signal codé, émanant de Troïl Atlas. « Tu crois que c'est juste du hasard ?» Je fronçai les sourcils. Franchement, Élodie, je ne sais pas. Mais si c'est un message, on est en train de recevoir notre premier coup de fil interstellaire. Autour de nous, les collègues se rassemblaient, captivés par cette découverte. Claire, toujours aussi élégante, posa une main sur mon épaule et murmura, « Si c'est ça, on va devoir apprendre une nouvelle langue. » Le reste de la journée fut un tourbillon d'analyses, de discussions, de calculs sans fin. On tentait de déchiffrer ces impulsions, d'y détecter un rythme, un motif, un code. Certains évoquaient les pulsars, ces étoiles à neutrons qui émettent des signaux réguliers. Mais rien dans les archives ne ressemblait à ça. Je me surpris à penser à l'hypothèse la plus folle, et si Troïl Atlas n'était pas seulement un engin, mais une sorte de messager, une balise laissée par une civilisation disparue depuis des milliards d'années? Une bouteille à la mer cosmique, dérivant depuis l'aube de l'univers. Le soir, à la cantine de l'observatoire, l'ambiance était électrique. On parlait d'étoiles mortes, d'univers parallèles, de voyages dans le temps. Lucien, fidèle à lui-même, lança une boutade, « Si ces visiteurs veulent vraiment communiquer, ils auraient pu envoyer un texto, c'est quand même plus simple. » Un rire général éclata, mais au fond, personne ne riait vraiment. Nous étions tous conscients que ce que nous vivions dépassait tout ce que nous avions imaginé. Plus tard, dans mon bureau, j'ai reçu un message de Sophie. Elle m'invitait à une réunion improvisée avec les communicants et les responsables scientifiques, pour préparer la prochaine phase, celle où Troïl Atlas réapparaîtrait dans notre ciel, illuminé par le soleil. Je la rejoignis dans une petite salle aux murs tapissés de cartes stellaires et de photos d'étoiles. Sophie portait une veste élégante couleur bordeaux, qui contrastait avec la simplicité de son jean. Son regard était déterminé, presque inquiet. « Julien, il faut qu'on soit prêt à répondre aux questions du public, dit-elle. Si Troïl Atlas montre des signes d'intelligence, ça va faire du bruit. » Je hochai la tête. Oui, et il faudra aussi être prêt à gérer la peur, la fascination, et peut-être même la panique. Elle sourit, un peu triste. Tu sais, parfois, je me demande si l'humanité est prête à ça. Je ne répondis pas tout de suite. Je pensais à cette immense toile noire, parsemée d'étoiles, et à l'objet mystérieux qui s'y mouvait, silencieux mais porteur d'un secret que nous n'étions qu'au début de découvrir. Alors que la réunion s'achevait, une alerte fit vibrer nos téléphones, Troïl Atlas avait commencé à réapparaître à l'aube, juste avant que le ciel ne s'éclaire. Les premières images arrivaient, floues, mais déjà fascinantes. Sur l'écran, une silhouette se dessinait, entourée d'une queue plus longue, plus brillante, mais avec des formes étrangement symétriques, presque artificielles. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible, ce voyageur interstellaire était bien plus qu'une simple comète. Mais alors que nous étions tous émerveillés, une dernière question planait dans l'air, lourde et menaçante, qu'allait-il faire maintenant? Et surtout, que nous réservait-il pour la suite? Les premières lueurs de novembre baignaient la vallée de la Durance d'une lumière douce et dorée, mais à l'observatoire de Haute-Provence, l'ambiance était électrique, presque fiévreuse. Troïl Atlas venait de réapparaître dans le ciel près d'Aon, et ce que nous découvrions dépassait toutes nos attentes. Assis devant l'écran principal,
je détaillais chaque pixel des images reçues du télescope de Calerne. La queue, immense et lumineuse, s'étirait derrière l'objet, mais ce n'était pas une queue ordinaire. Des fragments semblaient se détacher par intermittence, formant des motifs presque géométriques, comme si le visiteur jouait avec la gravité et la lumière. Claire se tenait près de moi, son foulard rouge à nouveau noué autour du cou, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. « Julien, regarde ces jets, ils ne sont pas aléatoires. On dirait qu'ils suivent un rythme, une chorégraphie. » Je hochai la tête, incapable de détacher mon regard. C'est comme si Troy Atlas nous offrait un spectacle, une danse cosmique. Soudain, une alerte retentit, le spectromètre avait détecté une nouvelle signature chimique dans les émanations. Une molécule rare, jamais vue auparavant dans une comète, mêlée à des traces de cyanure et de dioxyde de carbone, mais accompagnée d'un élément métallique mystérieux, scintillant comme un fil d'argent. Lucien, debout dans un coin, grimaça en ajustant son béret. Ça commence à sentir la science-fiction, les enfants. Je lançai un regard à Sophie, qui filmait la scène pour préparer le prochain bulletin scientifique. Elle portait une robe bleu nuit élégante, rehaussée d'un collier en forme de constellation. Son sourire crispé trahissait son excitation mêlée d'appréhension. « Julien, tu penses qu'on est prêt à annoncer ça au monde ?» demanda-t-elle à voix basse. Je pris une profonde inspiration. Prêt ou pas, le monde va l'apprendre. Mais il faut être prudent, expliquer sans paniquer. Pendant ce temps, les télescopes du monde entier s'étaient braqués sur Troy Atlas. À l'Observatoire de Paris, au Pic du Midi, à l'ESO au Chili, tous capturaient des données qui confirmaient l'étrangeté de cet objet. Mais la vraie surprise vint quelques heures plus tard, lorsque les premières images haute résolution, enfin déverrouillées après des semaines d'attente bureaucratique, arrivèrent de la caméra embarquée sur la sonde européenne Solar Orbiter. Sur ces images, le noyau de Troy Atlas apparaissait clairement. Une forme étrange, presque trop régulière pour être naturelle, avec des arêtes nettes et des surfaces réfléchissantes. Des structures linéaires, des motifs qui rappelaient des circuits électroniques ou des panneaux solaires, scintillaient sous les rayons brûlants du soleil. Claire laissa échapper un souffle d'émerveillement. « C'est un vaisseau. » Je restai sans voix. Après tout ce temps, cette hypothèse, que je n'avais osé qu'effleurer, prenait forme devant mes yeux. Mais alors que nous étions absorbés par cette découverte, une nouvelle alerte fit vibrer la salle. Troy Atlas venait de modifier sa trajectoire de manière spectaculaire, effectuant une manœuvre de virage serré, comme si quelqu'un ou quelque chose contrôlait sa course. Le silence fut total. Puis Lucien murmura, presque pour lui-même, il ne viendrait pas pour une visite de courtoisie, celui-là. Dans ce moment suspendu, la réalité s'imposa à nous, cette rencontre, loin d'être un simple événement astronomique, était un tournant. Un premier contact silencieux, mystérieux, mais chargé de promesses et de dangers. Et tandis que la nuit provençale enveloppait l'observatoire, une question brûlait dans mon esprit, plus urgente que jamais, qu'allait-il se passer lorsque Troy Atlas changerait définitivement de cap? Serions-nous prêts à affronter ce que l'univers venait de déposer à notre porte? Le spectacle ne faisait que commencer. Les jours suivant cette manœuvre spectaculaire furent une véritable course contre la montre. À l'observatoire de Haute-Provence, chaque seconde comptait. Nous étions devenus les témoins privilégiés d'un événement qui allait bien au-delà de la simple observation astronomique. Troy Atlas était en train de révéler progressivement son mystère, et nous étions à la fois émerveillés et dépassés. Ce matin-là, en entrant dans la salle de contrôle, j'ai croisé Thomas, le jeune technicien passionné, toujours coiffé d'une casquette à l'effigie du Stade Toulousain, et vêtu d'un sweatshirt bleu marine. Il tenait dans ses mains une série d'images en haute définition. « Julien, tu vas pas croire ce que j'ai trouvé », dit-il en posant les clichés sur la table. Sur les images, on distinguait clairement des structures régulières, presque architecturales, sur la surface de Troy Atlas. Des sortes de panneaux rectangulaires, alignés avec une précision géométrique, mais aussi des reliefs qui rappelaient des antennes ou des capteurs. Le tout brillait d'une lueur métallique, contrastant avec la poussière cosmique environnante. Claire s'approcha, son foulard rouge flottant derrière elle, et murmura « C'est plus qu'un vaisseau. C'est une véritable cité flottante. » Je restai bouche bée. L'idée d'un objet interstellaire aussi sophistiqué dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Était-ce une sorte d'archive vivante, une sentinelle venue d'un autre temps? Ou pire, un explorateur silencieux, prêt à interagir avec nous? Mais l'enjeu ne se limitait plus à la science, les médias commençaient à s'emparer de l'histoire. Sophie, toujours élégante dans sa robe pourpre, menait la communication avec finesse,
jonglant entre la nécessité d'informer et celle de ne pas semer la panique. Un soir, alors que le ciel s'embrasait des dernières lueurs du crépuscule, je rejoignis Sophie sur la terrasse de l'observatoire. Elle tenait une tasse de café fumant, et ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. « Julien, tu réalises que ce que nous vivons va changer la perception de l'humanité sur elle-même » demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête, le cœur serré. Oui, et ça me terrifie autant que ça me fascine. Soudain, une notification retentit sur mon téléphone. Les dernières données montraient que 3i Atlas venait d'émettre un nouveau signal, cette fois beaucoup plus fort et structuré, comme un langage codé. L'analyse initiale suggérait une complexité inimaginable, un véritable défi pour nos cryptologues. Je tendis l'appareil à Sophie. C'est peut-être notre premier véritable dialogue. Elle prit le téléphone, le regard fixé sur l'écran, puis murmura « ou notre premier avertissement ». Cette pensée me glaça le sang. Et si ce visiteur n'était pas seulement curieux, mais porteur d'intentions que nous ne pouvions encore comprendre? Dans les jours qui suivirent, alors que le monde entier retenait son souffle, 3i Atlas continua sa danse mystérieuse, alternant phases d'activité intense et moments de calme presque inquiétants. Et moi, chaque nuit, je levais les yeux vers le ciel provençal, me demandant ce que ce colosse venu d'ailleurs préparait pour la suite. Mais une chose était claire, ce n'était que le début d'une histoire dont les chapitres allaient réécrire le destin de l'humanité. Et dans l'ombre, une question plus sombre commençait à émerger. Qui, ou quoi, avait envoyé 3i Atlas? Et pourquoi? Le vent frais de novembre balayait les collines autour de l'observatoire, emportant avec lui un sentiment d'urgence mêlé à une fascination presque irréelle. Le monde semblait suspendu à ce fil invisible tendu entre les étoiles et notre petite colline provençale. 3i Atlas continuait sa progression, et chaque nouvel élément récolté ajoutait une couche supplémentaire à ce mystère déjà épais. Ce matin-là, j'arrivais tôt au laboratoire, le visage encore marqué par une nuit blanche passée à analyser les données reçues. Dans la salle principale, l'ambiance était tendue, électrique. Claire, en blouse blanche, ajustait nerveusement son foulard rouge, tandis qu'Élodie, l'ingénieure, consultait fébrilement ses écrans. Une nouvelle alerte venait d'arriver, des fluctuations inhabituelles dans la composition des jets expulsés par l'objet. Des variations rapides, presque orchestrées, alternant entre gaz et poussière métallique, comme si 3i Atlas modulait son environnement à volonté. « Julien, regarde ça », me dit Claire en pointant un graphique aux courbes sinueuses. Ce n'est pas un phénomène naturel. C'est contrôlé, méthodique. Je restais silencieux, le regard fixé sur ces motifs répétitifs qui défiaient toute explication conventionnelle. Une pensée me traversa l'esprit, et si cet objet n'était pas simplement un visiteur, mais une entité consciente, capable d'interagir avec son environnement? Plus tard, dans l'après-midi, une réunion d'urgence fut convoquée. Autour de la table, les représentants des grandes agences spatiales européennes et françaises discutaient avec animation. Le débat était vif, oscillant entre prudence scientifique et spéculations audacieuses. Sophie, toujours impeccable dans un tailleur noir élégant, prit la parole. « Nous devons préparer la population à ce qui pourrait être la plus grande révélation de notre histoire. Mais il faut aussi garder la tête froide. » Lucien, assis au bout de la table, soupira profondément. On a toujours cru que l'univers était silencieux. Maintenant, on entend son murmure. Et parfois, ce murmure peut devenir cri. Cette phrase résonna en moi comme un avertissement. Le soir venu, alors que le ciel s'embrasait d'un océan d'étoiles, je me promenais seul sur la terrasse de l'observatoire. La silhouette majestueuse des cyprès se découpait contre la voûte céleste, tandis qu'au loin, les lumières du village projetaient une douce lueur orangée. Soudain, mon téléphone vibra. Un message crypté, transmis par nos collègues du Chili, une nouvelle analyse spectrale révélait la présence d'un isotope inconnu, jamais détecté auparavant, émanant clairement de 3i Atlas. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était plus une énigme, c'était un défi lancé à notre compréhension de la matière et de la vie. Je tentais de joindre Claire, mais son téléphone restait muet. L'inquiétude monta en moi. Alors que je levais les yeux vers le ciel, une image s'imposa dans mon esprit, 3i Atlas, immense et silencieux, naviguant entre les étoiles, porteur d'un secret dont nous n'avions encore que les prémices. Et, dans l'ombre de cette nuit étoilée, une pensée obsédante, sommes-nous prêts à ce que ce secret éclate au grand jour? Ou sommes-nous seulement les spectateurs d'un jeu cosmique dont les règles nous échappent? La tension avait atteint son paroxysme à l'observatoire de Haute-Provence. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini,
comme si le temps lui-même hésitait à avancer face à l'immensité du mystère qui nous entourait. Troïl Atlas n'était plus qu'à quelques millions de kilomètres, et ses comportements défiaient toutes les lois connues. Ce matin-là, j'étais seul dans la salle de contrôle, scrutant les derniers flux de données. L'écran diffusait une image détaillée du noyau, où les formes géométriques semblaient se transformer, comme animées d'une vie propre. Une lueur métallique pulsait doucement, presque comme un battement de cœur. Soudain, une alarme stridente retentit. Les instruments captaient une émission radio inhabituelle, un signal modulé, complexe, qui oscillait entre fréquences basses et hautes, comme un message codé. Je sentis mes mains trembler en interprétant les premiers motifs, un langage, peut-être, ou un avertissement. Je contactai immédiatement Claire et Sophie. Leur voix tremblante au téléphone traduisait l'émotion qui nous saisissait tous. Nous étions face à une communication claire, intentionnelle, venue d'un autre monde. Alors que nous tentions de déchiffrer ce message, un événement imprévu survint. Troïl Atlas effectua une manœuvre spectaculaire, modifiant sa trajectoire pour s'approcher dangereusement de l'orbite terrestre. Les modèles prédisaient désormais une fenêtre d'observation optimale, mais aussi une proximité inédite. Rapidement, les médias s'emparèrent de l'information. Des foules se rassemblèrent dans les observatoires, dans les villes, et même dans les villages reculés. La planète entière retenait son souffle. Ce soir-là, sur la terrasse de l'observatoire, entouré de mes collègues, je levai les yeux vers le ciel. Troïl Atlas brillait intensément, sa queue scintillant comme un voile d'argent déployé dans l'obscurité. Mais au-delà de la beauté du spectacle, une question demeurait, lourde et inquiétante, quel message portait-il? Étions-nous prêts à entendre la vérité? Alors que je contemplais cette silhouette immense et mystérieuse, une dernière alerte retentit. Une anomalie détectée dans le signal, une fréquence cachée, un secret enfoui. Et dans ce silence chargé de promesses et de menaces, je sus que notre monde ne serait plus jamais le même. La rencontre avait commencé. Mais la véritable énigme, elle, ne faisait que commencer. La nuit s'était étendue sur la Provence, enveloppant l'observatoire d'une obscurité profonde, ponctuée seulement par le scintillement des étoiles. Troïl Atlas, désormais proche de la Terre, brillait dans le ciel comme une promesse ou une mise en garde. Autour de moi, l'équipe était silencieuse, chaque regard rivé sur les écrans, où défilaient des données complexes et des images fascinantes. Soudain, une perturbation majeure secoua nos instruments. Une série d'impulsions lumineuses, synchronisées et régulières, émanait de l'objet, projetant dans le ciel nocturne un balai d'éclats argentés, presque hypnotique. C'était comme si Troïl Atlas communiquait directement avec nous, non plus par des signaux codés, mais par une danse de lumière. Claire s'approcha, vêtue d'une robe noire élégante, son foulard rouge flottant légèrement dans l'air frais de la nuit. Julien, c'est incroyable. C'est un langage universel, un code visuel. Je hochai la tête, le souffle coupé. Nous étions face à une forme de communication bien au-delà de tout ce que l'humanité avait imaginé. Puis, brusquement, les lumières s'éteignirent. Une panne générale plongea l'observatoire dans le noir. Un silence oppressant s'installa, interrompu seulement par le souffle de la nuit. Dans cette obscurité totale, une pensée me traversa l'esprit, lourde de présages, et si ce silence soudain n'était pas un hasard? Et si Troïl Atlas venait de nous lancer le plus grand défi de notre existence? Les minutes s'égrenèrent, longues et interminables. Puis, lentement, les lumières revinrent, les systèmes reprirent vie. Mais sur les écrans, une image nouvelle s'affichait, Troïl Atlas avait disparu. Pas de traces, pas de débris, rien. Un frisson glacé parcourut la salle. Étions-nous témoins d'un départ? D'une disparition volontaire? Ou d'un secret encore plus profond? Alors que l'équipe restait figée, incapable de croire ce qu'elle voyait, je sus que cette énigme ne se terminerait pas là. Que ce voyageur venu d'un autre monde avait encore beaucoup à révéler. Et dans le silence retrouvé, une dernière question résonnait, lourde d'avenir et de mystère. Troïl Atlas reviendra-t-il? Et si oui, que nous apportera-t-il la prochaine fois? Le ciel gardait ses secrets. Mais nous, désormais, étions prêts à les chercher, coûte que coûte.